Ça marche. Donc voilà. Vous savez, la technique, c'est compliqué. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de votre présence. Ça fait vraiment plaisir de retrouver un véritable petit déjeuner avec des lecteurs pour accueillir Violaine Béraud pour son dernier roman, Comme des bêtes, chez Buchet-Chastel. Donc nous accueillons Violaine Béraud de sa montagne ariégeoise dans nos Vosges. Je me disais que j'aurais pu nettoyer mes chaussures d'ailleurs avant. On va devenir. Voilà. Violaine Béraud qui est quand même venue dans les Vosges et qui a déjà travaillé dans les Vosges parce qu'elle était en résidence de la Pensée Sauvage chez d'autres. C'est ça. Voilà. Donc qui connaît un petit peu notre région. Et on discutait tout à l'heure sur le trottoir et qui apprécie aussi beaucoup le travail de Claudine Singer, comme quoi les choses se recoupent, se recroisent et on n'est jamais très loin l'un de l'autre. Voilà. Donc on va démarrer tout de suite sur ce dernier roman. Petit roman, un roman court comme on les aime, mais roman dense, avec, on verra bien, de multiples voix, roman polyphonique. Alors je vais vous faire un tout petit résumé. Quelque part en montagne vivent Mariette et son fils, dit l'ours. On les connaît assez peu dans la vallée. Lui ne parle pas, n'a jamais su parler. Depuis qu'il a quitté les bancs de l'école primaire, il ne redescend jamais au village. Elle vend ses petites productions au marché. Ils vivent seuls, loin de l'agitation de la société. Pourtant, leur nom est sur toutes les lèvres, le jour où une petite fille est retrouvée nue près de leur maison. Personne ne la connaît, elle n'est même pas inscrite sur les registres d'état civil, mais semble bien portante. D'où vient-elle? Je vais m'arrêter là, pour laisser la progression de discussion, et puis on va quand même pas tout dire du roman. Alors, je disais tout à l'heure, c'est un roman choral. C'est un roman choral. En fin de compte, c'est une série de dépositions qui fait entendre la parole de divers habitants de la vallée. Alors, pourquoi avoir démarré sur cette idée un petit peu chorale plutôt que d'avoir une trame plus linéaire? Parce que pour moi, écrire, c'est pas juste raconter une histoire, c'est trouver comment je vais raconter cette histoire. C'est vraiment ça le travail de mon écriture, l'intérêt pour moi de l'écriture et le travail que je cherche à faire. Donc ça ne m'intéresse pas de raconter une histoire de A à Z de façon linéaire. Et là, je voulais parler d'un être un peu retiré de la société, mis à la marge parce que jugé différent dès l'école primaire. Quelqu'un qui aurait dû partir en psychiatrie, être enfermé. Et ça m'a bien plu de cette personne qui est mutique, qui ne peut rien dire, qui n'a pas accès au langage, de la faire décrire par tous les gens qui l'entourent. J'aime bien aussi travailler sur l'idée de la rumeur. Moi, je vis dans une petite vallée de montagne dans les Pyrénées, et on se connaît tous, on se voit tous, mais c'est pareil ici, je pense. Quand on est ceux qui habitent dans les Vosges, un peu en dehors de la ville, on se connaît tous, on se voit tous, et en même temps, on croit bien connaître l'autre, mais est-ce qu'on le connaît bien? Je ne sais pas, mais on a tous un avis sur l'autre. Pas forcément mauvais, on peut être très bienveillant et on peut se tromper aussi. Et ça m'intéressait d'écrire l'histoire sans tout vous dire de l'histoire, en vous disant juste ce que chacun pense de l'autre. Et parce que je pense qu'il n'y a pas une vérité sur les gens, il y a des vérités, il y a autant de vérités que de personnes. Donc ça m'intéressait de travailler plusieurs voies. J'aime aussi le travail sur la langue et travailler, il y a 14 personnages successifs qui vont parler. Ça me permet de travailler sur l'oralité aussi. Voilà, oui, je voulais dire sur l'oralité, oui, en fait, chacun a une véritable identité. Oui, et pour donner l'identité, moi j'ai pas grand chose, j'ai juste les mots et la ponctuation. Et je travaille à partir de ça pour un peu comme travaillerait un musicien. Je ne suis pas du tout musicienne, mais j'ai l'impression parfois d'écrire comme j'écrirais de la musique, comme je composerais, pour donner des rythmes différents aux différentes voix, pour que vous soyez pris dans un rythme différent à chaque fois. Et il y a aussi la voix pratiquement du paysage, la voix du territoire à travers les faits, à travers la légende.
Oui, parce qu'il se trouve que la petite fille qui a été retrouvée est retrouvée sous une paroi rocheuse. Et dans cette paroi, il y a une grotte qu'on appelle la grotte aux fées. Et dans des grottes aux fées, il y en a partout. Et où que j'aille, je suis sûre que par ici, il y a peut-être une grotte aux fées. On a la roche des fées. Voilà, on a le pont des fées qui passait au-dessus de Saint-Dié. Voilà. Je peux vous raconter tout Moi, ça. j'ai passé 3 mois en résidence à Rochesson et il y a une roche aux fées. Oui. Donc partout où que j'aille, de toute manière, il y a ou des grottes ou des roches aux fées. Et souvent, il y a des légendes autour des fées, autour de ces lieux. Et là, dans le livre, il y a une légende qui dit que les fées voleraient les bébés. Et donc, ce qui m'intéressait, c'était, quand j'ai construit l'histoire, j'avais les paroles des différentes personnes, et j'avais envie, entre chaque parole, de mettre quelque chose qui ne soit pas une parole réelle, une parole orale, très réaliste. Ça fonctionne comme un cœur. Et ça fonctionne comme un cœur antique, en fait. Il y a la parole des fées qui est écrite sous forme de poème, on pourrait dire. Pour moi, c'est comme un chant des fées. Et qui interviennent, et puis les fées, elles sont un peu décalées par rapport aux humains. Mais ils font progresser, il faut bien progresser l'histoire, parce qu'on y revient à chaque fois, donc jusqu'au bout, je dirais, on va dire. C'est un peu l'idée du cœur antique, qui voit les humains depuis un autre point de vue, et qui voit un peu à l'avance, qui sait ce qui risque, c'est presque une tragédie, oui. Alors la première voix, c'est la voix de l'institutrice. Oui. La première voix, parce que effectivement, on démarre à l'école, quoi, à l'école du village, avec ce personnage qu'on va entendre sans qu'il ne parle jamais, ce personnage qui s'appelle l'ours. Oui. Alors effectivement, là, on est déjà, parce qu'on est dans la thématique du figue, et on est déjà quelquefois déjà à l'école de la stigmatisation quelque part, parce que l'ours, c'est quelqu'un de très grand pour son âge, c'est quelqu'un de voilà. Oui, c'est déjà un enfant à part parmi les autres enfants, à part, si on reste dans la thématique, à part par son corps déjà, il est beaucoup trop grand pour un enfant de son âge, il est maladroit, il marche comme un ours, il grogne, il ne parle pas. Il est au fond de la classe. Il est mis au fond de la classe. Mais en fin de compte, il est mis au fond de la classe, mais en même temps, il y a quand même une espèce de bienveillance quand même. Tout à fait, voilà. oui. Oui, l'institutrice, je pense que c'est difficile pour un instituteur de gérer un enfant différent. Donc, comment le gérer pour à la fois le respecter, l'intégrer. Voilà, ouais, alors le mettre au fond de la classe, là, c'est pas l'isoler, c'est quelque part respecter son silence. Oui. Alors, ça n'empêche pas quand même d'être stigmatisé par les autres enfants, quoi. Dans la cour, voilà. Là, il y a des choses quand même, mais on sait que c'est un endroit cruel. Oui. Mais la vie, la société est cruelle. Voilà. La société humaine est cruelle. Alors, tout de suite, on a aussi la mère, Mariette, et par rapport à son enfant, bon, elle a une position quand même qui est très claire. Par rapport, en fin de compte, tout commence à changer à partir du moment où on lui dit que cet enfant-là, on ne pourra plus le garder dans le système. On ne pourra plus le garder dans le système scolaire classique et on devra l'envoyer en institution spécialisée. Voilà. Moi, pour écrire ce livre, je suis partie d'une expérience personnelle. J'ai été éleveur de chèvres et de chevaux pendant 12 ans de ma vie, dans la montagne. Et j'ai travaillé en lien avec les hôpitaux psychiatriques. Et je recevais, avec mon compagnon, on recevait des enfants à la journée, donc des enfants petits qui n'étaient pas scolarisables, qui avaient entre 6 et 10 ans à peu près, qui étaient en hôpital de jour au lieu d'être à l'école, et qui venaient passer une journée chez nous, et qu'on mettait au contact des bêtes. Et il s'est passé des choses extraordinaires entre ces enfants et nos animaux. Des choses extraordinaires dans le comportement des enfants, mais moi je ne les connaissais pas, les enfants, donc je ne voyais pas forcément que cet enfant, on me disait après, cet enfant il n'a jamais souri, on n'avait jamais entendu son rire par exemple. Ça c'était les éducateurs ou les infirmiers psy qui me disaient ça, on n'avait jamais entendu son rire, et c'est la première fois qu'on l'a entendu rire aujourd'hui. Donc moi, j'entendais ce qu'il me disait sur les enfants, mais moi je voyais surtout le comportement de mes animaux. Mes bêtes, je les connaissais, c'était mon élevage. Et je voyais que mes bêtes ne se comportaient pas de la même façon avec ces enfants et avec moi, et qu'ils arrivaient à avoir une communication, une connivence parfois qui était absolument au-delà, étonnante. En énergie, presque au-delà du langage. Oui, quelque chose d'intuitif, de naturel que nous, on n'arrive plus à avoir. Et ça a été un peu le départ de l'écriture de ce livre, expliquer que
que peut-être, je ne dis pas que c'est la solution pour tous les enfants qui ont des problèmes qui relèvent de la psychiatrie, mais pour certains, au lieu de les enfermer, leur donner au contraire de l'espace, de la liberté et un accès à la nature ou aux animaux, ça peut vraiment faire du bien. Nous, suite à ça, on est devenu famille d'accueil spécialisée en enfants comme psy, pour qu'ils puissent venir vivre avec nous, parce qu'il y en avait certains, c'était évident que ça leur faisait du bien. Alors Mariette, effectivement, la mère, effectivement, elle est catégorique, elle dit non, elle affirme véritablement le non, elle décide de prendre son enfant et effectivement d'être dans un endroit reculé de la montagne et de vivre pratiquement en autarcie, quoi. Hein. En tout cas, en marge. En autarcie, je ne sais pas. Oui, parce qu'elle va quand même marcher. Puis il y a des liens finalement qui se font, on découvre. Je voulais aussi écrire sur ça. Moi, je connais très bien la vie en ruralité. Moi, je suis tout sauf une urbaine. Je suis vraiment une rurale. Et dans le département assez pauvre et peu peuplé dans lequel je vis, il y a beaucoup de... C'est très alternatif, quoi. C'est très économie parallèle. Et tout le monde trouve une place dans la société. Tout le monde est capable de quelque chose. Et il y a des liens qui se font, même s'ils paraissent invisibles. Donc Mariette et son fils, pour protéger son enfant, elle s'est retirée à un endroit complètement perdu dans la montagne, pour se faire oublier de l'institution, pour se faire oublier de la société, mais il y a quand même un peu de lien. Enfin, au fur et à mesure du livre, il y a quand même un peu de lien qui existe. Il y a des gens qui la descendent au marché, qui habitent à côté. Il y a le lien superbe avec Albert, qui habite de l'autre côté, justement parce qu'on parlait des animaux, qui habite de l'autre côté de la montagne, et qui lui prête des chèvres, des vaches en fonction de l'herbe, disant bon là je vais amener les chèvres, c'est le bon moment, les vaches, là l'herbe est très bonne. Mais c'est surtout que son fils a un don avec les bêtes. Là, Albert découvre, effectivement, c'est ça, à un moment, il découvre de loin, je crois qu'il y a une image comme ça, aux jumelles, de loin, il découvre quelqu'un qui parle à son troupeau, quoi. Est-ce que vous voulez que je lise cet extrait par exemple? Oui, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est juste parce qu'en fait, on vous parle du livre, mais pour moi, l'important, c'est la langue, quand même, c'est la façon dont c'est écrit. Ouais, c'est découvert. Je commence à avoir chaud. Moi aussi, je vais quitter les c'est l'émotion, ça. C'est la montagne, on a marché. On a marché, c'est bon. Bon, alors, vous enlever les pas de problème. Je voulais un passage. Donc, le livre, il est construit sous la forme de. Ce sont des interrogatoires de gendarmerie, en fait. Je ne sais pas si on l'a dit, je crois pas. Pardon, alors je dis ça pour que vous compreniez. Ce sont des interrogatoires de gendarmerie. Il y a 14 personnes successivement qui vont défiler à la gendarmerie pour parler de cette petite fille trouvée et de ce suspect qui est l'ours, ce personnage différent. Et donc, parmi les personnages, il y a donc ce Albert, qui est éleveur, qui va parler. Et je vous lis le passage où il explique comment il a fait la connaissance de cet enfant différent. Oui, je sais ce qu'on raconte de lui, qu'il a peur des gens. Oui, je sais tout ça. Mais moi, j'avais les vaches. C'est par les vaches que j'ai pu l'approcher. La première fois, quand je l'ai aperçu, il était au milieu d'elles, dans le troupeau. Je l'ai découvert aux jumelles. Je vous explique. Pardon, je vais me perdre dans le livre. Je vous explique. J'avais fait comme d'habitude. Quand je monte à Estive depuis chez moi, le troupeau, je le cherche d'abord aux jumelles, de loin. Et voilà que je vois ce type au milieu de mes bêtes. Je me suis dit, mais c'est quoi ce guignol dans mes vaches? J'ai essayé de comprendre ce qu'il foutait. Il était avec une, et pas n'importe laquelle, la bourrache, celle qui avait le bassin abîmé. Cette bête, elle s'était blessée quelques jours avant, ça me tracassait, elle avait tout l'arrière-train qui avait morflé, elle avait dû se foutre dans un trou, se faire mal pour se sortir d'un endroit où elle était coincée. Et la fois précédente, je l'avais retrouvée boiteuse, triste, la tête en bas, comme une qui va pas fort. Et c'est emmerdant, des pépins comme ça sur l'estive, parce qu'on ne peut pas monter avec la bétaillère, on ne peut pas descendre la bête au veto, tout est compliqué. Donc j'apportais des médicaments pour un peu la soulager, puis je voulais voir comment ça avait évolué. Et il y avait donc ce bonhomme, justement, avec cette vache-là. De loin, j'étais persuadée que c'était un adulte. Après, j'ai su qu'à cette époque, il n'avait même pas 12 ans.
je le surveillais aux jumelles, et je l'ai vu poser sa main sur le front de ma bête, entre ses cornes. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fout ce con? Ils sont restés un moment comme ça, tranquilles, tous les deux, et après il est passé derrière elle. C'était une bête pas commode, cette bourrache. Croyez-moi, moi j'avais galéré pour l'approcher quand j'avais voulu regarder son bassin. Elle ne s'était pas laissée faire. Et pourtant, elle me connaît. C'est moi qui l'ai fait naître. Mais lui, il se tenait à regarder son cul et elle restait pépère. Et puis, il lui a posé une main sur chaque flanc, comme ça, comme on le fait avec un chat qui roupillait sur le canapé, tranquille. Et elle n'a pas moufté, ma bête. Eh bien ça, croyez-moi, putain, c'était fort. On aurait dit qu'il lui berçait les reins et elle se laissait faire. Moi, je m'en épuisais les yeux à les observer de trop loin, mais je n'osais pas m'approcher, surtout que j'avais le chien, je ne voulais pas déranger. Et à force, je ne savais plus qui berçait qui, si c'était lui qui berçait la vache ou la vache qui le berçait. Ça me donnait la berlue. Et puis, au bout d'un moment, il s'est détaché d'elle, comme si c'était fini. Je me suis dit qu'il allait partir, mais non. Il s'est allongé par terre et je crois qu'il s'est endormi. Ma bourrache, elle s'est mise à brouter avec les autres comme une vache normale. Moi, j'ai écarquillé les yeux pour voir comment elle bougeait son bassin, comment elle marchait. Eh bien, vous le croirez ou pas, mais elle boitait plus, ma vache. Elle boitait plus du tout, plus du tout, du tout. Voilà. C'est un bel extrait, et c'est un extrait aussi où on voit que les vaches ont des noms, la bourrache. Il y a la gentiane aussi dedans, donc toutes les vaches comme ici, elles ont des noms, et on voit aussi déjà un rapport qui est établi très proche Ben, avec les bêtes animaux. Les bêtes en élevage, elles perdent leur nom à partir du moment où elles sont trop nombreuses. Oui, voilà. Oui. Tant qu'elles ne sont pas trop nombreuses, il y a des noms. À partir du moment où elles sont trop nombreuses, il n'y a plus de noms. Oui. Alors dans le contact avec l'animal, là on voit un contact privilégié, mais effectivement, tout ce qui a déclenché cette enquête policière, c'est bien parce que la petite fille nue qui est retrouvée nue, elle est retrouvée nue, mais la personne qui la voit parce qu'elle a entendu des rires, hein, si j'ai un bon souvenir. Et cette petite fille nue est face à un âne, et elle rit avec un âne. Et la personne l'observe et il s'aperçoit que l'âne rit aussi, pratiquement. Et donc, c'est aussi là quelque chose d'extraordinaire qui concerne le contact entre l'humain et l'animal. Oui, mais moi j'ai vu avec, soit avec ses enfants, soit même avec moi dans mon troupeau, j'ai eu l'impression parfois que les bêtes riaient avec les enfants ou riaient avec moi. Moi en plus j'étais éleveur de chèvres, et les chèvres c'est très gai, c'est très emmerdant aussi parfois. Oui, mais en plus on avait une race très rustique, donc qui n'était pas complètement dégénérée par les croisements pour leur faire pisser du lait, comme on dit dans notre jargon agricole. Et du coup, quand elles ont vraiment le caractère de la chèvre, c'est très gai, c'est très joyeux. Et j'avais vraiment l'impression certains jours qu'on rit. Moi, elle me faisait éclater de rire. C'est elle qui me faisait éclater de rire. Des fois, éclater de colère aussi, mais... Oui, c'est sûr. Les troupeaux, c'est pas simple, quelquefois. Alors, on parlait du policier tout à l'heure, effectivement. Alors lui, c'est un personnage qui avait... On n'en parle jamais. Mais en fin de compte, il a une présence... Il a une présence très importante dans le déroulement du roman, parce qu'il revient qu'avec quelques petits éléments comme ça, où à chaque fois c'est lui qui va essayer de réinstaller le rapport de normalité avec la société dans son questionnement. Oui, c'est un peu particulier mon interrogatoire de police, parce que donc, le texte est monté comme un interrogatoire, mais en fait je n'ai pas mis les questions des policiers, j'ai mis que les réponses. Et, parce qu'au départ j'avais mis les questions et les réponses. Oui. Au tout début, moi je passe par plein d'étapes de travail. Et à un moment, il y avait les questions et les réponses. Et puis très vite, je me suis dit, mais à quoi ça sert de mettre les questions? Avec les réponses, vous devinez la question. Et puis même si vous ne la devinez pas exactement, c'est intéressant aussi. Il y a un endroit, par exemple, où la réponse, c'est juste ah non, ça je ne sais pas. Quelle est la question? À vous de voir, vous mettez ce que vous voulez derrière. Ça m'intéresse aussi de... Moi, je suis une grosse lectrice, pardon. Je lis beaucoup. Et
Et j'aime bien que l'auteur ne me prenne pas pour une andouille. J'aime bien, le lecteur, il est intelligent. Et on peut lui laisser du travail à faire. Et j'aime bien l'idée que je ne vous donne pas tout cuit. C'est pour ça aussi que je fais très peu de descriptions. Souvent on me dit, qu'en lisant mes livres, on voit parfaitement les personnages. Or moi je ne les décris pas du tout les personnages. Comme je ne décris pas le paysage, ou très peu. Mais je travaille mon écriture de façon à vous laisser, à vous donner l'impression que c'est moi qui écris le personnage, et en fait c'est vous qui le créez dans votre tête. Et ça m'est arrivé d'avoir des gens qui parlent entre eux de personnages de mes livres, et en fait ils ne les voient pas du tout de la même façon, parce que vous le créez depuis vous, depuis ce que vous êtes. Et ça m'intéresse beaucoup. Et je crois que souvent les lecteurs voient mes personnages mieux que je ne les vois, parce que moi je ne les vois pas physiquement. Je les sens. Moi j'écris avec le ventre, on parle du corps ici. Moi j'écris vraiment depuis mon corps et avec le corps. Je ne vais pas décrire la montagne telle que je la vois, je vais décrire ce que ça fait dans les jambes ou dans le souffle de monter. Et vous aurez l'impression que j'ai écrit sur la pente, mais j'ai écrit sur le ressenti de la pente. Mais vous verrez la pente, vous verrez la montagne. Mais vous verrez la montagne qui sera peut-être les Vosges, quand moi j'aurai marché dans les Pyrénées, mais on s'en fiche, c'est pareil. Ouais, c'est presque une pensée philosophique cette histoire-là, parce que je pense à Hartmann Rosa, qui est un penseur allemand, qui a fait tout un travail où il explique qu'il faut arrêter de penser les choses, mais penser plutôt le rapport aux choses. Ouais, moi je pense que le ressenti, c'est le ressenti. Plutôt que les choses elles-mêmes. Chez moi, c'est pas une réflexion philosophique, c'est vraiment que c'est par le corps que je peux écrire. Et donc c'est ma façon de le faire. Et la forme, elle vient naturellement, la forme concentrique ou chorale ou... non, elle vient pas naturellement, elle vient à force de beaucoup de travail. Oui, mais après de décider, de la décision de cette forme-là, où elle émerge... Elle met beaucoup de temps. Comme des bêtes, c'est un tout petit livre de 150 pages, j'ai mis 3 ans à l'écrire, et je ne fais que ça, c'est mon métier. Oui. Donc 150 pages en 3 ans, je suis très feignante, je suis très laborieuse, mais en fait je crois que je suis assez laborieuse et j'écris des milliers de pages jusqu'à trouver non pas l'histoire, non pas les personnages, mais la forme. Et quand je trouve une forme qui me paraît correspondre au thème desquels je veux parler, là je sais que c'est la forme qui détermine l'histoire. C'est la forme qui détermine l'histoire. J'ai un sujet, mais c'est la forme qui détermine. Ah oui. L'histoire pour moi c'est un détail. L'histoire de la petite fille perdue et retrouvée, ça c'est arrivé très tard dans mon processus d'écriture. Ça je sais que je vais le trouver quand j'aurai la forme. Mais l'idée de passer par un interrogatoire de gendarmerie avec un cœur des faits qui intervient aussi, de ne pas mettre les questions des gendarmes. Le jour où je trouve ça, et c'est au bout de 2 ans et demi de travail que j'arrive à ça, le jour où je trouve ça, je me dis ouf, ça y est, tu l'as. Et oui, alors les personnages apparaissent naturellement. Oui. Alors là, c'est les personnages très liés au territoire, parce qu'à un moment, il y a le randonneur, quoi. Par exemple, il y a le randonneur qui est un personnage très, dans sa disposition, très bienveillant, d'ailleurs, il court, il les connaît, enfin, le coureur, quand il randonne, c'est le coureur du trail, j'imagine, il traverse la montagne. L'ours, il l'a déjà vu, la petite fille l'a déjà vu, mais pour lui, ça ne lui pose pas de problème. D'ailleurs, on lui pose la question. L'ours étant le personnage, pas l'ours, la bête. Oui, le personnage, oui. Donc, on lui pose même des questions, mais ça vous choque. Non, j'ai l'habitude, grande nouvelle, quoi. Très grande nouvelle avec des chutes qui. Alors justement, on n'en parle pas ici, la fin du livre, vous serez largement étonné. C'est vraiment, c'est vraiment quelque chose. Moi, cette fin est assez extraordinaire et on la sent vraiment pas venir. Hein, ça fait un peu comme des grandes nouvelles. En fait, moi, j'essaie de faire différemment. Pour Comme des bêtes, à un moment, j'avais fait une version dans mes 3 ans de travail. À un moment, j'étais arrivée à un gros bouquin de 500 pages, ce que j'avais jamais fait moi. J'avais fait un truc de 500 pages, mais j'étais pas très contente de moi. Je sentais ça m'allait pas trop, mais bon, j'avais quand même été au bout du projet, et puis j'ai fait ce que je fais jamais, j'ai appelé mon éditrice et je lui ai dit, est-ce que tu voudrais lire ce truc de 500 pages? Je pense que c'est mauvais, mais j'ai besoin de l'entendre. Et donc elle l'a lu, et elle m'a dit, c'est mauvais, et donc je l'ai mis à la poubelle, mais voilà, c'est ma façon d'avancer, et je pense que
que je suis faite pour un petit format de 100-150 pages, parce que j'écris beaucoup sur l'émotion, donc c'est des livres assez intenses au niveau émotionnel, et le plus beau compliment que puissent me faire les lecteurs, c'est de me dire, une fois que j'ai commencé, j'ai pas pu le lâcher. Et donc pour vous tenir aussi émotionnellement, il ne faut pas que ça dure trop, parce que sinon je peux me perdre en cours de route. D'où le format. Ouais, puis d'où le peu de description. Parce qu'effectivement, tenir un lecteur sur la description, c'est pas pareil. C'est quand même c'est coton quand même à réaliser aussi. Ouais. J'avais entendu, j'aime beaucoup l'écriture de Marie-Hélène Lafont, et j'avais entendu Marie-Hélène dire un jour, je trouvais ça très très juste, elle disait un jour, en course à pied, il y a des gens qui sont doués pour le 100 mètres et il y a des gens qui sont doués pour le marathon. Et en littérature, c'est pareil. Il y a des gens qui sont doués pour la nouvelle, il y en a qui sont doués pour écrire des gros pavés de 800 pages. On a un gabarit qui correspond à un type d'écriture. Et moi, moi c'est le petit roman. C'est plus gros que de la nouvelle, mais c'est cool. Et ça s'appelle roman parce qu'il faut le mettre dans des cases, parce que ça pourrait être du théâtre. Oui, tout à fait. Ou de la poésie. Je suis un peu à cheval sur les genres littéraires. Alors Marie-Hélène Lafont, que j'ai reçue, qui aussi travaille aussi beaucoup sur la ruralité, l'institutrice s'appelle Lafont. Alors c'est pas du tout volontaire. Voilà les prénoms et les noms. Quand je dois utiliser des prénoms ou des noms, là, il y a un élève qui parle à un moment de l'institutrice, il fallait que je lui donne un nom. Oui, je ne réfléchis pas à l'avance. C'est-à-dire que je me dis pas, elle va s'appeler comme ça. J'écris et je découvre, mais c'est ma façon d'écrire de toute manière. Quand j'écris, je réfléchis jamais à ce que je vais écrire. J'ai l'impression de découvrir ce qu'a écrit le stylo. Ah oui, je peux pas complètement comme de l'écriture automatique. Et alors, donc les noms ils sortent comme ça. Et il se trouve que l'institutrice s'appelle Madame Lafont. Et il m'a fallu des mois pour me dire, parce que je suis dans la même collection avec le même éditeur que Marie-Hélène Lafont, et on se connaît. Et au bout de quelques mois, je me suis dit, oh, tiens, c'est le nom de... Et je ne suis pas du tout volontaire. C'est venu comme ça, donc je garde. Alors, justement, par rapport au travail d'écriture, alors 500 pages, mauvais, ce travail... à la relecture, comment vous fonctionnez à la relecture? Ça coupe beaucoup, c'est ça. Ah, mais j'ai écrit, je sais pas, des milliers, des dizaines de milliers de pages pour arriver à 150 pages. Donc moi, je ne fais que jeter, réécrire tout le temps. Alors jeter, c'est-à-dire qu'on... Poubelle. Oui, mais on jette beaucoup, on garde quand même un peu de... Ah non, on jette tout, 500 pages, tout poubelle. À chaque fois jeter et à chaque fois réécrire, quoi. Ouais. Jusqu'au moment. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... parce que c'est un peu... Au bout d'un moment... d'écriture, oui, mais au bout de 2 ans, pendant 2 ans, par exemple celui-là, 3 ans de travail, pendant 2 ans et demi, tout a été jeté, tout. Mais comme me dit mon éditrice, chaque fois que je lui dis j'ai tout jeté, donc le moral quand même descend un peu, et elle me dit c'est bien Violaine, tu avances. et ça me fait du bien de l'entendre parce que c'est vrai, j'avance. Même si je garde rien, en dedans je garde quelque chose. Je ne sais pas l'expliquer, mais les personnages se construisent peut-être, ou je vois ce qu'il ne faut pas faire justement. Donc c'est ma façon, mais je serais incapable, parfois on me demande d'animer des ateliers d'écriture, je dis mais je suis incapable de faire ça, je ne sais pas expliquer comment j'écris. Voilà, d'accord. Je n'ai pas une méthode, voilà, c'est très intuitif. Mais c'est jeté beaucoup, et donc celui-là, pendant 2 ans et demi, je jette, et puis au bout d'un moment, j'arrive à l'idée des interrogatoires, et je commence à les écrire, et donc là, il y a plein de personnages, beaucoup qui ont disparu depuis, et là, je jette pas tout, je jette des morceaux, je réécris. Un personnage comme l'ours, bon, il y a dû y avoir des parties jetées, j'imagine, et puis après, il y a quand même des choses qui restent et qui se complètent, mais c'est pour arriver à trouver peut-être la justesse du personnage, quoi. Oui, c'est vraiment un travail, je jette, je garde, et en même temps, j'en sais pas plus que le lecteur sur cette histoire. C'est-à-dire que parfois on me dit c'est un roman policier, je dis celui qui le lit comme une enquête policière, il va être déçu, parce que c'est juste un bout d'une enquête policière, il n'y a pas forcément toutes les solutions, il n'y a pas... ça fonctionne pas vraiment comme une enquête policière. Il y a l'aspect poétique à un moment, enfin il y a tout ça. Et moi je peux pas vous en dire plus que ce qu'il y a dans le livre, quoi. Je sais pas ce qui arrive à mes personnages en dehors de ce que j'en dis là. Et sur les formes, est-ce qu'il y a des formes que vous avez envie de... Des formes d'écriture que vous auriez envie de travailler, que vous n'avez pas encore travaillé, parce que là on est sur la polyphonie, sur... je cherche à trouver des formes différentes à chaque fois. Ouais, d'accord. Ouais. J'ai écrit une dizaine de romans et
J'essaie de ne pas me répéter, donc j'essaie de trouver des formes d'écriture différentes. La polyphonie, j'ai travaillé dans plusieurs romans, mais de façon différente. J'ai travaillé à la première personne, j'ai travaillé à la troisième personne, j'ai travaillé à la deuxième personne. Je cherche des formes, des structures différentes à chaque fois. C'est pour ça que ça me prend de plus en plus de temps, parce que je ne veux pas me répéter, et c'est trouver la forme qui est difficile pour moi. Oui. Parce que quelqu'un comme Kundera disait dans l'art du roman, je crois qu'à un moment, il disait que justement sur la linéarité, il disait, dès qu'on commence à écrire, l'écriture, elle n'a envie que d'une chose, c'est de sortir de la linéarité et de trouver d'autres chemins. Alors il parlait un peu des techniques, par exemple d'emboîtement, une technique un peu classique, donc là on a la polyphonie, donc voilà. Mais effectivement, est-ce qu'il y a encore des chemins à trouver qu'on aurait pas trouvé? J'espère, parce que sinon c'est pareil, on se dit pourquoi on continue à peindre, tout a été peint, tout... Non, il y a toujours d'autres choses, d'autres choses à trouver. Et indépendamment des techniques, moi j'ai pas fait du tout des études littéraires, des études là-dedans. C'est vraiment intuitif, je cherche sans me poser des questions de technique en me disant oh, cette méthode j'ai déjà faite et pas celle-là. C'est après, voilà, en m'interviewant, on dit polyphonie, mais moi je ne réfléchis pas du tout comme ça. Et qu'est-ce qui vous fait commencer un roman alors? Ce qui me fait commencer un roman, c'est l'envie de parler d'un sujet. C'est un thème, ou plusieurs thèmes. Après, comment traiter ce sujet-là, c'est mon problème. C'est ça mon travail. Mais c'est un thème. Ouais. Le thème, il vient. Le thème vient, là par exemple, je veux vraiment parler de ce qui arrive à nos sociétés, quoi, sur des thèmes un peu extrêmes, tout souvent, oui, on a des choses très extrêmes et des thèmes très humains. Oui, sur des questions, voilà. Oui, c'est des questions humaines. Après, moi, j'ai beaucoup travaillé sur le féminin, sur le ressenti féminin, sur les nus sous la lune, c'est sur l'emprise psychologique dans le couple. Tomber des nus, c'est sur le déni de grossesse. Oui. J'ai abordé comme ça plusieurs thèmes, mais je pars juste du thème. Et après, mon travail, le plus gros et le plus douloureux, je dirais, enfin douloureux, je ne vais pas me plaindre par rapport à mon travail, mais le plus difficile de mon travail, c'est d'arriver à trouver comment je vais traiter ce thème-là. Le livre Nu sous la lune, par exemple, qui est sur l'emprise amoureuse, et comment on peut être détruit psychologiquement par l'autre dans la relation de couple, psychologiquement. Pendant très longtemps, j'ai voulu écrire sur ça. J'ai passé 1 an à essayer plein de choses, enfin plus d'1 an, mais vraiment pendant 1 an, je n'ai fait que ça. Ça allait jamais, je me trouvais pas juste dans ce que je faisais, jusqu'au jour où 2 phrases me sont venues en tête. Et je me suis dit, c'est la première et c'est la dernière phrase du livre. Mais je ne sais pas ce qu'il y avait au milieu. Mais je tenais le rythme. La première phrase, c'est « Je ne veux pas penser à toi, je ne veux pas ». Et la dernière, c'est « Tu ne peux plus me faire de mal, tu ne peux plus ». Et à partir du moment où ces 2 phrases, qui sont toutes bêtes, à partir du moment où ces 2 phrases me sont venues, je me suis dit, ça y est, je sais que c'est une personne qui parle à la première personne, qu'elle s'adresse « Tu, je ne veux pas penser à toi, je ne veux pas », qu'elle s'adresse à cet homme, qu'il n'y aura pas besoin de prénom, je qui parle là-dessus, et que c'est quelqu'un qui va ressasser. Je ne veux pas penser à toi, je ne veux pas, et ça finit par tu ne peux plus me faire de mal, tu ne peux plus. J'ai le rythme du texte, j'ai le rythme des phrases. Et c'est quelqu'un qui veut fuir l'emprise, mais je ne sais pas ce qui se passe. L'histoire, je ne l'ai pas. J'ai le thème et j'ai le rythme, mais là, je peux travailler. C'est ça, en fait, ma façon de travailler, c'est celle-là. Mais ça paraît tout bête, parce que trouver « je ne veux pas penser à toi, je ne veux pas », ou pas la phrase du siècle. Mais quand je l'ai, je me dis, là je vais pouvoir travailler, je suis juste. C'est important pour moi l'idée d'être juste, je ne sais pas le formuler différemment. Oui, alors ça c'est comme une idée, oui, c'est compliqué en écriture, enfin c'est compliqué dans toute création, quelque part. Pourquoi, comment on est juste et à quel moment on se juge, parce qu'on est quand même dans son jugement, on se juge être juste. C'est très compliqué parce que c'est des espèces de choses qui font ça, qui ne sont pas forcément rationnelles. Non, c'est pas du tout rationnel, c'est très intuitif. Et en même temps, il faut être très exigeant avec soi-même et très critique avec soi-même, ce qui est difficile quand on a le nez dedans depuis longtemps. Mais c'est ça, c'est arriver à trouver quelque chose de juste. Après, c'est la bonne distance. Après, au niveau de l'écriture, moi, ce qui m'aide, c'est de travailler à voix haute.
Ah oui. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand mes textes se tiennent à peu près, moi je les retravaille beaucoup à voix haute pour les entendre sonner. Je m'enregistre même en train de les lire pour m'entendre les dire, parce que c'est pas pareil de m'entendre là le dire ou de m'entendre sur un enregistrement, j'entends d'autres choses. Je travaille toute la ponctuation comme ça. Et j'entends les passages qui me paraissent trop longs, qui me paraissent pas justes, justement. Par exemple, sur de la langue orale, qu'est-ce qui passe bien, qu'est-ce qui passe pas, est-ce que le rythme est différent pour chaque personnage, voilà. Ça m'aide pour trouver le texte juste. Ouais, c'est passionnant, enfin, c'est passionnant. Mais il faut trouver des métiers passionnants, hein, sinon passionnant, la mise en forme de tout ça. Et ce qui est passionnant, c'est qu'à chaque fois qu'on a un écrivain, à chaque fois on a des approches qui sont totalement différentes. Des approches, voilà. Alors là, je ne sais plus quel écrivain avait l'approche, disait, mais non, moi, il n'y a pas de souci, hein, moi j'écris mon roman sur un tableur. Donc j'ai les entrées, les machins, ça croise, et puis avec ça... Ah oui, non, mais c'est très intéressant, enfin, pour moi par exemple, c'est très intéressant d'entendre les autres auteurs parler, parce que je me dis, mais c'est incroyable, c'est le même métier, pas du tout pareil, et tant mieux. Oui, c'est ça qui est riche. Oui. Je me demandais, les sujets, vos thèmes, est-ce que c'est vos rencontres avec des personnes, ou des faits divers Non, c'est pas souvent des faits divers, c'est... Enfin, c'est pas des faits divers précis, mais c'est des choses. Les thèmes que je choisis sont des choses qui sont importantes dans ma vie ou qui m'ont interrogée à un moment donné. Mais je peux pas dire pourquoi tout d'un coup je me dis ce sujet-là, je veux en parler. Je sais pas trop l'expliquer. Et après, il y a aussi des choses que je ne comprends pas, c'est-à-dire, par exemple, dans ma vie, moi j'ai fait il y a plus de 25 ans le choix de vie d'abandonner l'informatique, un métier, la ville, pour retourner dans la montagne, m'installer, vivre de peu. Et il a fallu que j'arrive à mes 2 derniers livres pour enfin arriver à en parler, alors que c'est un truc fondamental depuis 25 ans dans ma vie. Mais je n'arrivais pas à écrire sur ça, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi un thème à un moment sort, là aussi je laisse venir intuitivement. Il faut juste que le thème m'intéresse vraiment, parce que je vais plancher dessus pendant un moment. Il faut vraiment qu'il ait du sens pour moi. Est-ce qu'il y a des choses qui remontent de l'enfance, justement? Sans doute. Par rapport à ça, et par rapport à la montagne, la ruralité, par rapport à tout ça. Oui, moi je suis née dans la montagne, d'un père qui était un très bon montagnard. Oui, et puis je viens d'une famille de petits paysans pauvres. Et on m'a dit depuis toute petite, surtout ne sois pas paysanne, c'est la misère. Donc bon, ça je l'ai entendu, j'ai fait mes études, j'ai été sérieuse, et puis après... C'est revenu à la tête. Ouais. Voilà, donc on peut peut-être... Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, pas d'autres questions? Alors on peut peut-être... Est-ce qu'on relise un petit morceau? Si vous voulez. Pour terminer, pour rester sur la voix, pour rester sur l'oralité. Je peux vous lire un passage d'effet si vous voulez pour avoir un autre. Ah oui, voilà, parce que c'est très bien le passage d'effet. Je prends le premier sur lequel je tombe, je ne fais pas. Je choisis. Nous, les fées, ne volons pas les bébés, non. Nous, les fées, ne volons pas les bébés, mais soulageons d'eux leur mère. Si elles n'en veulent pas de leur bébé, les mères, nous, les fées, les soulageons. Le savent celles qui, mères, ne se veulent pas. Le savent que leur bébé, à nous, les fées, celles qui, mères, ne se veulent pas, à nous, les fées, peuvent les confier. Merci. Merci à vous. Alors,
peut-être. Ah oui, parce que d'habitude on est étape plus grande ou alors. Ouais, sinon on peut venir là.